Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Mahmoud Alpha Boukanier Maïga, journaliste, Barandiaï, consultant en innovation technologique, lui que Mayou, journaliste. Nous parlions donc de cette volonté d'indépendance du président burundais Pierre Nkurunziza. Alors, d'un côté, le pays subit donc les sanctions de l'Union européenne, mais quand même dernièrement, le Burundi s'oriente de plus en plus vers la Banque africaine de développement, la Banque mondiale. On parle également de la Chine ou encore la Russie pour tenter d'obtenir des financements. Est-ce que toute cette politique n'interroge pas aussi sur, en tout cas, la volonté du président Pierre Nkurunziza à aboutir à une véritable indépendance de l'économie de son pays? Oui, quelque part, moi je répondrais oui, parce que le fait qu'il se tourne vers la Banque mondiale, la BAD et des investisseurs russes ou chinois, c'est très bien, parce qu'il a dans son optique de mettre en place un barrage hydroélectrique. Qui dit barrage hydroélectrique, dit autosuffisance en électricité quelque part, j'espère, et puis pouvoir même commercialiser l'électricité comme le fait l'Éthiopie, par exemple, avec le barrage de la Renaissance, hein, parce qu'il se voit producteur et vendeur d'électricité. Ça, c'est très bien. Donc, l'indépendance économique s'acquiert encore une fois par la production, la société qui consomme, le marché local, le marché africain, la zone communautaire CEDEAO et la zone Afrique de l'Est. Hein. Et quelque part, il faut, si l'Union européenne met sa pression ou met son veto ou des contraintes qui font qu'on ne peut pas commercialiser au-delà, le marché africain peut suffire dans un premier temps parce que le Burundi n'est pas un pays très grand, quelque part. D'autre part, vous avez, lui, cité tout à l'heure, les APE, les accords de partenariat économique. C'est très bien, parce que mais les présidents qui les ont signés, quand même, ils auraient dû mettre des douaniers, des spécialistes aussi à côté d'eux. Parce que les APE, c'est quoi? L'Union européenne nous vend des produits homologués, certifiés UE. Nous, le Sénégalais, il veut vendre son jus de bissap, son jus de bouillie, ou le Camerounais, il veut vendre autre chose, ou le Mauritanien veut vendre une pâte ou autre chose. C'est très bien, en Afrique, ça se consomme, mais en Europe, ça ne rentre pas. Donc les APE, c'est dans un seul sens gagnant, en fait. C'est la même chose pour nos matières premières. Pour atteindre l'indépendance économique, il faudrait mettre autour de la table des personnes courageuses, en fait, qui voient l'intérêt, qui ont des projets économiques et qui voient l'intérêt, en fait, de leur population. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis en mesure de fixer mes prix chez moi, des matières premières, ou vous ne voulez pas de cette option-là, nous, Africains, on se réunit, on se dit, écoutez, ça fait des siècles qu'on se fait avoir, il faut à un moment donné taper sur la table, défixer nos prix. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, on nous impose nos prix, on prend nos matières premières qu'on transforme à l'étranger, qu'on nous revend en matière finalisée, en produit finalisé. Et qu'est-ce qu'on fait, nous les Africains? On court vite dans des banques qui sont des filiales des banques occidentales pour prendre crédit, pour acheter ces produits-là. Donc c'est-à-dire que l'argent ne reste jamais en Afrique quelque part. Donc il est grand temps aujourd'hui d'être décomplexé pour pouvoir avoir une indépendance économique et de prendre la mesure de la situation et d'affronter ces challenges. L'indépendance économique, c'est véritablement le principal combat que devra mener l'Afrique dans les prochaines années. Et ça, ce n'est pas juste une antienne. Il faut vraiment entendre que c'est un enjeu. On ne fait plus les guerres comme on les fait en Afrique aujourd'hui avec des armes. La guerre, elle est économique avant tout. Et donc, pour être armé par rapport à cela, un pays comme le Burundi a besoin aujourd'hui d'avoir une surface qui lui permette de ne pas être exposé. Et moi, je crois que ça commence par le fait de prendre des législations favorables à la création du pouvoir d'achat dans le pays. Prenons juste un exemple, le Gabon. En matière de bois. Il a décidé récemment que les bois ne sortiraient plus en billes comme c'était le cas, mais qu'il faudrait faire une première transformation. Je pense que sur tous les produits agricoles, ça devrait être le cas aujourd'hui sur le continent africain, c'est-à-dire on ne devrait plus vendre de la mangue tout simplement telle que cueillie à l'Europe ou à n'importe quel autre continent. On devrait arriver à faire une pré-transformation. Ça crée de l'emploi, ça crée des taxes sur lesquels on peut se servir. Ça crée également des taxes sur les entreprises qui permettent au pays d'avoir un minimum déjà. Et puis, la deuxième chose que ça permet, c'est qu'on n'est plus à la merci des marchés internationaux. Parce que quand nous produisons du café, du cacao, n'importe quel autre produit de matière première, ce n'est pas nous qui fixons les prix auxquels c'est acheté. Ce sont les acheteurs qui nous le disent. C'est quand même une aberration. Et nous continuons de vendre dans ces conditions-là. Donc je pense que le Burundi, même s'il se lançait dans le thé, devrait faire une industrie, une filière agroalimentaire du thé, une filière agroalimentaire de n'importe quel autre produit agricole, pour avoir au moins une pré-transformation et donc avoir de la valeur ajoutée sur ce qu'il vend
vend à l'international. Et s'il était possible de consommer tout cela sur place, ce serait pas mal, parce que c'est déjà une première garantie qu'on n'est pas exposé aux aléas de l'économie internationale. Aujourd'hui, nous restons esclaves, malheureusement, et objets de la conjoncture internationale. Ceux qui achètent peuvent nous dire qu'ils l'achètent à 2 €, on le vendra à 2 €. Quand ils décident de le vendre à 5 centimes, de les acheter à 5 centimes, nous les achetons à 5 centimes. Ça ne peut pas continuer indéfiniment comme ça. Donc ça rejoint ce que je disais, soit on est maître de nos prix, soit on négocie autrement. C'est-à-dire qu'on va leur dire, écoutez, maintenant que vous ne voulez pas accepter nos tarifs, ce qu'on va faire, c'est que vous allez quand même, pour la moitié de ce que vous allez nous acheter, le transformer en local. Vous allez mettre en place des chaînes de transformation en matière intermédiaire, avant de faire la matière finie chez vous. C'est-à-dire qu'il y a des négociations qu'on peut... C'est pour ça que j'évoque des spécialistes, nos dirigeants, connaissent en fait nos besoins, doivent défendre les intérêts de leur population. Trump l'a fait, vous l'avez cité tout à l'heure, Trump, America First, c'est-à-dire que moi j'importe ce que je souhaite, mais l'acier et l'aluminium, vous allez me le vendre à ce tarif-là. Sinon, j'enlève toutes vos banques de chez moi, par exemple. C'est très simple. L'intervention économique de la Chine en Afrique, dans des pays comme le Burundi dont on parle, c'est un challenge face à l'impérialisme. Je ne suis pas du tout dans ces histoires de communistes ou de militants. Je suis conservateur, j'allais le dire. OK. Mais l'intervention chinoise, dans sa fulgurance d'aujourd'hui, doit donner une leçon à l'Occident. Et à l'Afrique aussi. Voilà. Et l'Afrique du Sud. Et là-bas, là où toi, Louis, tu parlais de maîtriser les prix. Comment le client vient t'imposer son prix? Et ça fait plus de 50 ans que cela dure. Sur le cacao, sur le café, sur le thé. Et maintenant que le thé fait son émergence en Afrique de l'Est, centrale et de l'Est, eh bien, l'intervention des Chinois, je crois que c'est une intervention positive qui peut changer les données classiques, les données de domination, des données consacrées par des données de maîtrise de nos produits devant lesquels nos autorités ne peuvent rien. Oui, l'invasion, ce que l'Occident appelle invasion chinoise en Afrique, ce n'est pas une invasion. C'est un combat capitalistique où les puissances vont se rencontrer sur une terre qui a tout, mais dont les dirigeants ne maîtrisent rien. Le fait est que quand on parle de la Chine, nous oublions souvent que la Chine a subi la domination européenne bien avant l'Afrique et qu'elle s'en est sortie à travers... Mais bien sûr, l'histoire de la soie, l'histoire du thé avec l'Angleterre, la Chine a vécu une histoire très catastrophique qui lui a donné un réveil d'esprit qui aujourd'hui s'applique avec sa modernité et dans son influence dans le monde du marché international. Cela est clair. Et qu'il ne se laisse pas faire. Mais elle inonde l'Afrique d'unités de production, d'industrie. Et bien, toutes ces choses-là, c'est quand même un avertissement. Et je crois que pour le Burundi... Et pour les infrastructures routières, je vais parler rapidement du cas du Mali. Oui, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. C'est de toute l'Afrique de l'Ouest, d'où je suis, c'est le Mali qui a les meilleures infrastructures routières de ces 7 frontières. De la capitale aux 7 frontières, les meilleures, produites par la Chine, qui a livré quelque chose qui fait de la pollution, certes, mais j'ai entendu en 2008 un ministre chinois de passage à Bamako, où j'étais en reportage, dire que son ambition, c'est que chaque Malien ait une mobilette. Comme en Chine, chaque Chinois a un vélo. Ça, c'est son ambition commerciale. Son ambition commerciale. Mais donc, on pourrait se dire que les investisseurs... En tout cas, ça a donné, sur le Burundi, Luc Mayou. Sur le Burundi, ce que je voudrais dire, c'est que le Burundi est dans une dynamique qui est celle de la plupart des pays africains aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre froide, on ne l'a peut-être pas beaucoup remarqué, mais quand le mur de Berlin est tombé,
tous les pays européens ont choisi de partir à l'est de l'Europe et de délaisser le continent Tout à africain. fait. C'est ainsi que la Chine est rentrée et que de nouveaux partenaires, ce qu'on appelle les pays des BRICS, sont arrivés sur le continent africain. Et la Chine a tiré son épingle du jeu parce qu'elle était la mieux disante à ce moment précis-là et qu'elle a fourni des réponses à des besoins que les Africains avaient et sur lesquels ils n'avaient pas de satisfaction de la part de leurs partenaires. Et donc aujourd'hui, cette diversification des partenariats profite à beaucoup de pays africains, dont le Burundi. Mais il ne faut pas être passif dans ce profil-là. Pour l'instant, les Africains sont trop passifs et je pense qu'il est impératif pour les Africains, à commencer par le Burundi, de fixer des règles du jeu qui soient les mêmes pour tous leurs partenaires, qu'ils soient chinois, européens ou américains. Et malheureusement, on n'en prend pas le chemin. La seule chose que nous voyons, c'est ce qui peut nous être donné, mais en retour, nous ne voyons pas ce que nous pouvons donner. Et c'est Léopold Sédar Senghor qui parlait du carrefour du donner et du recevoir. Oui. Et pour l'instant, à ce carrefour-là, l'Afrique se contente de recevoir, le Burundi aussi. Voilà. Quelque part, l'Afrique se réveille quand même. Au rendez-vous du donner et du recevoir, nul n'a droit de venir le main vide. Le vieux Senghor. Mais nous avons l'essentiel, nous avons les matières premières, nous avons les matières premières. Alors, est-ce que c'est le cas véritablement du Burundi? Du Burundi, mais il y a l'agriculture, c'est le fer de lance de son économie quelque part. Il y a les cultures vivières, il y a le thé, il y a le café, ils sont à la pointe de tout ça. L'Occident a besoin de café. Demain, en Occident, ils n'ont plus de café, vous allez voir qu'il y aura un gros problème. Alors, commençons déjà par la satisfaction de la demande intérieure, parce que le vrai problème, il est là. Si on n'arrive pas à nourrir sa population, si on n'atteint pas l'autosuffisance alimentaire, comment on fait pour tenir face à la grogne sociale qui va suivre? Lui, c'était mon propos lors du début de mon argumentaire. Quelque part, les Chinois, en fait, on leur reproche, l'Occident nous fait, on va dire, la propagande, que les Chinois, effectivement, moi j'appelle ça propagande, que les produits ne sont pas de qualité, les infrastructures ne sont pas de qualité. C'est archi faux. Tous les stades aujourd'hui en Afrique, tous les ponts, toutes les autoroutes ne sont pas construits par Eiffage par rapport, par exemple, ou Vinci par rapport à leur coût faramineux, à part au Sénégal. Les Chinois sont en train d'investir le marché africain. Ils ont compris parce qu'eux, ils implémentent des usines de transformation intermédiaire en Afrique et après, bien sûr, ils font des échanges comme on produit ça chez vous, vous n'avez pas les moyens de nous payer. Ce n'est pas des programmes de Banque mondiale et des FMI, mais par exemple, on peut amener nos chalutiers pêcher telle quantité de poissons en échange. Donc il y a de l'intelligence dans cet échange qui se fait et certains pays africains jouent le jeu de cette façon. Alors, mais est-ce que pour ce qui est du Burundi, la situation politique ne risque pas de compromettre l'arrivée de potentiels investisseurs, notamment, alors on a parlé de l'Inde, la Chine... pour que les investisseurs viennent, il faut que le pays soit stable. Puisque l'Europe réchigne, l'Europe est en train de proposer de rétention d'investissement, etc. Je ne peux pas le dire autrement. Mais pourquoi ces grandes puissances, qui ne sont plus des puissances émergentes, c'est des vraies puissances, le Pakistan, l'Inde et la Chine. C'est pas à cause de l'Union européenne, parce que l'Union européenne fait du chantage, je le maintiens. En fait, c'est ma conviction. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est pourquoi le Pakistan, l'Inde et la Chine ne viennent pas intervenir là où l'Europe avait l'habitude de faire son cercle, c'est pas un cercle, son précaré, et qui menace de sanctions de ceci ou de cela. Les autres n'attendent qu'un interstice pour entrer. Ils vont le faire. Louis Quemaillou. Moi, je crois qu'il est important aujourd'hui pour l'Afrique d'arriver, non pas à se plaindre de ce qui lui arrive, mais de dépasser ce stade-là pour arriver à un stade de construction, effectivement. Cette zone de libre-échange économique dont nous parlions, elle est mise sur pied. Même s'il y a une vingtaine de pays qui ont déjà signé sur les 55, ça reste faible. Et je pense que le salut du continent africain passera par cela. Le fait de bâtir une union suffisamment forte sur le plan économique pour arriver à résister au déséquilibre qu'il y a sur le plan international. Et de nourrir aussi son choix de partenaire. Tu parles d'échanges entre zones. Regarde par exemple, pour venir sur le cas on ne maîtrise pas notre monnaie. Il n'y a que le Maroc, on le sait, l'Algérie, le Nigeria, qui impriment leur monnaie en local. Quand tu n'as pas ta souveraineté monétaire, tu ne peux pas être maître de ton économie d'une part. C'est vrai. Là, on est en CFA, on est en deux zones, CEMAC et Afrique de l'Ouest, CFA.
on se dit, pour sortir de cette zone, aller dans l'autre zone, je dois convertir mon CFA. C'est une vingtaine de pays sur les 55. Exactement, y compris le Comore aussi. Donc on se dit, oui, c'est une vingtaine de pays, 14. C'est-à-dire que si on sort de cette zone, pour aller dans l'autre zone, acheter ce qu'on veut, on doit reconvertir son CFA. Et qui est gagnant? C'est le maître qui nous l'a imposé. Sachant que les deux banques, la Banque fédérale qui gère ça, il y a des administrateurs africains et il y a des administrateurs français. Ils sont égaux. C'est-à-dire qu'en termes de vote, jamais la balance ne basculera. D'accord? Donc, pas de maîtrise de sa monnaie, souveraineté monétaire, pas de maîtrise de son économie. Et du coup, on a du mal à fixer les tarifs de nos produits. On a du mal aussi à présenter à la Banque mondiale, en fait, le fait de vouloir prendre des crédits conséquents pour pouvoir mettre des chaînes de transformation chez nous. Ce sont des choses qu'on ne nous donne pas. On nous prête de l'argent, accompagné des spécialistes qui vont venir chez nous, implémenter et repartir. C'est-à-dire que le transfert de connaissances ne se fait pas, le transfert de compétences ne se fait pas, le transfert de technologie ne se fait pas. C'est là où on est perdant. On a des dirigeants dont la plupart, aujourd'hui, comme vous et moi, ont fait leurs études ici, ils connaissent les codes de l'Occident. C'est-à-dire que maintenant, la génération, en tout cas la mienne, elle est décomplexée. Il faut mettre en place ces gens courageux avec porteurs de projets pour changer l'Afrique. Parce que parler, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux, je pense, quelque part. Mahmoud Alpha Maïga, oui. Un dernier mot? Le dernier mot, c'est que j'ai applaudi totalement le président Pierre Nkurunziza. Le président Pierre Nkurunziza pour d'abord sa légitimité. Il est légitime au terme. Alors en tout cas, il y a une bonne partie des Burundais qui ne sont pas du tout du même avis que vous. Qui a eu affaire à un coup d'État raté, qui a fait des victimes et qui a résisté jusqu'à aujourd'hui. Il a tenu, mais sur une base de l'égalité républicaine de chez lui. Et alors à quel prix? Oui, mais à quel prix? Il y a plus de 400 000 réfugiés déplacés, il y a plus de 1200 morts. Oui, donc légitimité... J'entends très bien. Quel est l'État à travers l'histoire du monde qui n'a pas marché sur des cadavres? Mais c'était avant ça. Le monde a évolué quand même. Le monde a évolué, mais bien sûr. Mais dans quel sens? C'est l'évolution buissonnante? Ça va en haut, ça descend? Non, je pense que... Non, non, mais c'est une manière de parler rapidement. J'ai bien compris. Oui, ok. Oui, mais bien sûr. C'est que en sociologie, on appelle l'évolution buissonnante. C'est que chaque évolution dans l'histoire de l'humanité est faite de travers, de remonter et de descendre. De remonter et de, quand même, ça c'est répétitif sur le continent. Révision de la Constitution, crise politique, oui, des millions de morts, des millions de déplacés. Des constitutions, etc. Mais Nkurunziza n'a pas déverrouillé sa constitution. Je ne le défends pas, je ne le connais même pas. Tout à l'heure, nous parlions de l'action de la Banque africaine de développement. Voilà un outil de développement sur le continent qui est largement financé par les pays africains eux-mêmes. Même si on a des partenaires occidentaux qui font partie de la machine de la Banque africaine de développement, c'est un instrument très fort qui non seulement finance, et finance de plus en plus le développement du continent africain, mais aussi arrive à fournir des outils juridiques pour que les pays africains ne soient plus à la merci des cabinets internationaux. Alors, le Burundi qui n'est pas encore entré dans un programme de la BAD, mais qui tente de négocier. Donc, moi, je pense qu'il est important, à la fois pour la légitimité de la banque et pour la légitimité du Burundi, de travailler de plus en plus sur des programmes qui permettent d'avoir une assise continentale en termes de financement, surtout transfrontalier, parce qu'aujourd'hui, la Banque africaine finance beaucoup les projets transfrontaliers qui réunissent plusieurs pays, l'infrastructure. Et ça, ces éléments-là, le Burundi, qui est un pays enclavé, devrait être sensible à ce genre d'initiative, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils ne s'entendent pas beaucoup avec le Rwanda pour des raisons politiques et diplomatiques que tout le monde connaît. Et maintenant, avec les autres voisins, c'est à peu près pareil. On est dans une zone au niveau de l'Afrique de l'Est, qui est quand même la zone économiquement très intégrée du continent africain, où la zone de libre-échange a commencé à avoir une très grande empreinte. Je pense qu'il est important pour le Burundi d'entrer dans cette dynamique-là et de l'amplifier en étant dans la démarche d'aller vers la Banque africaine de développement, qui n'est pas le diable. Mais est-ce que le Burundi peut véritablement espérer un soutien de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, sachant que ces institutions conditionnent souvent leur aide à la stabilité économique et politique?
Effectivement, la BAD, oui, la Banque mondiale, les FMI et autres, j'en doute pour le moment, parce que la BAD, elle comprend les problèmes, les enjeux aussi économiques et géopolitiques, parce que pour que les investisseurs viennent investir dans un pays, il faut de la stabilité, il faut qu'il y ait les calmes. Ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs dans lesquels ils vont. Oui, la RDC n'est pas un pays très stable. Ouais, mais ils ont le tantal, ils ont le diamant, ils ont autre chose. Voilà. Oui, mais bien sûr, c'est là qu'il y a le caillou dans la chaussure. On sait bien que c'est une zone explosive. On sait bien qu'il y a 80%, on va dire, d'Hutus et 20% de Tutsis, et on connaît l'histoire. Donc c'est une zone aussi qui peut réveiller des démons. Par contre, là où je suis avec M. Nkurunziza, c'est qu'il est métis, c'est-à-dire que son père, il est Hutu, et sa maman est Tutsi. Donc c'est le monsieur qui peut équilibrer. Le problème ethnique, c'est réglé. Il n'équilibre pas. Il n'équilibre pas. C'est pour ça qu'il aurait aurait dû, comme ça s'est fait au Rwanda, abolir cette ethnisation. Qui fait qu'on a des Rwandais, des Tutsis, des Tois et des Hutus. Voilà. Il aurait dû supprimer cela. Oui. Il ne l'a pas fait et je trouve que c'est une grave. Et moi, je voyais en lui de l'espoir, comme je l'ai dit, il est métis. Donc ce problème. Mais ils sont tous. On va pas dire. Parce que c'est la même norme. Ils parlent tous de Kirundi. Il n'y a pas de métissage là-dedans. Ok, c'est un même peuple que la colonisation a conditionné d'une certaine manière jusqu'à créer des adversités, jusqu'au conflit, jusqu'au meurtre. Bon, il y a, mais cela est clair. Les éleveurs Tutsis et les agriculteurs Hutus étaient de symbiose jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est dans le royaume. C'est dans le royaume. Pour expliquer ça simplement aux gens, c'est que dans les royaumes africains, et c'est valable pour le Burundi, les deux modes de production se complètent. Il y a ce qu'on appelle les castes liées aux professions. Et là, ces castes-là, on les a eus et les gens ont transformé les castes d'éleveurs et d'agriculteurs en castes ethniques. Oui, ce n'était pas des castes ethniques, c'est parce que le Kirundi... Il n'y avait pas de cloison entre ces... Alors, tout ça pour dire que moi je parlais de stabilité d'un pays pour attirer les investisseurs. Et si le pays n'est pas stable, et je comptais sur son métissage, c'est pour ça que j'ai fait la parenthèse, malheureusement, on est parti dans un autre sens. Les investisseurs vont venir et la BAD pourra accorder des crédits, je pense. La notion de métissage est totalement contestable dans le cas d'espèce. Ce n'est pas de métissage. C'est une nation, c'est un peuple qui a été fragmenté par un système colonial. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage. Je marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.